Même s'il n'a pas inventé le Noël victorien, Charles Dickens reste associé à la période des fêtes, surtout dans l'imaginaire anglophone, puisque chaque année, le public britannique, anglophone de manière générale, a plutôt droit à des adaptations de A Christmas Carol, ce texte que l'on connaît plutôt en français sous le titre Un conte de Noël, qui devrait plutôt être traduit par un chant de Noël d'ailleurs, et qui est considéré comme un classique dans la littérature de Noël. Mais comment Dickens en est-il arrivé là? En fait, tout s'est passé pour lui sur une dizaine d'années. Dickens, né en 1812, fait ses débuts en tant qu'écrivain en 1833. Il est alors un tout jeune homme journaliste, il est spécialisé dans les débats parlementaires, il a appris la sténographie spécialement pour pouvoir les transcrire. Donc sa carrière de journaliste démarre et il décide de se lancer dans l'écriture de fiction. Son premier texte est publié dans un magazine en décembre 1833. Alors, le nom de fiction est peut-être un peu beaucoup par rapport à ce dont il s'agit réellement, puisqu'il s'agit un peu, on pourrait dire, d'essais, de textes courts, peut-être de nouvelles, mais parler de fiction, c'est un peu beaucoup dire, car quelquefois dans ces textes, il n'y a même pas véritablement de personnages, il s'agit de remarques, de considérations sur la ville de Londres, sur le mode de vie des Britanniques. Mais quelquefois, il y a aussi des personnages qui font leur apparition. Ces textes ont beaucoup de succès, Dickens en écrit de plus en plus, ils sont publiés dans différentes revues, et c'est là qu'on arrive 2 ans après le début, en décembre 1835, sur un texte qui s'appelle Les Fêtes de Noël, qui a été réédité plus tard sous le titre Un dîner de Noël, texte dans lequel Dickens évoque toute la préparation du repas de Noël, l'atmosphère qui règne pendant cette fête où l'on consomme une volaille, où l'on mange du pudding de Noël, et donc une atmosphère joyeuse où tout le monde est réuni après parfois de longues séparations. Tous ces petits textes publiés dans diverses revues ont tellement de succès qu'un éditeur décide de les réunir, et ces textes qui ont d'abord été publiés anonymement, puis pour lesquels Dickens a pris un pseudonyme, il s'est fait appeler Boz, B-O-Z, ces textes sont réunis sous le titre Esquisses, croquis de Boz, Sketches by Boz, et c'est le premier volume qui paraît en librairie sous le nom de Dickens, du moins sous le nom de Boz. Lorsque les esquisses de Boz paraissent, l'éditeur décide de les accompagner d'illustrations. C'est la première fois que des textes de Dickens seront publiés en relation avec des images. Dans les magazines, il n'y en avait pas. Mais pour la publication en volume, l'éditeur fait appel à un dessinateur alors très réputé, un certain George Cruikshank, connu comme caricaturiste notamment, et c'est lui qui conçoit une quarantaine d'images pour accompagner les Sketches by Boz. Malheureusement, il n'y a aucune image qui accompagne le texte sur Noël. Peu après, en 1836, Dickens reçoit une proposition qui peut aujourd'hui paraître assez curieuse. Un autre éditeur lui propose d'écrire des textes pour accompagner des images préexistantes, images conçues par un certain Robert Seymour, lui aussi alors très connu. Et ce Robert Seymour est spécialiste des images de chasse, notamment. Et on pense que le tout jeune Dickens pourra écrire des textes susceptibles d'accompagner les images. Mais Dickens, malgré sa jeunesse, du haut de son succès récent, exige de renverser complètement le processus et estime qu'il sera incapable d'écrire quoi que ce soit sur la chasse à laquelle il ne connaît rien. En revanche, si l'illustrateur est prêt à travailler sur ces textes, il est prêt à en écrire. Donc, renversement complet, les textes de Dickens occupent dorénavant le devant de la scène et l'illustrateur Seymour est censé se plier au contenu choisi par Dickens. Au début, tout va bien, mais ça ne dure pas longtemps, car au bout de 7 ou 8 images, Seymour, le dessinateur, se suicide. Problème, il faut trouver à le remplacer puisque l'entreprise a été lancée et devrait connaître toute une série de numéros. Donc on essaye de trouver un autre illustrateur.
Plusieurs candidats sont sur les rangs, et notamment, l'éditeur reçoit un jour la visite simultanée, ou presque, de deux illustrateurs possibles. L'un s'appelle William Makepeace Thackeray, qui est encore très jeune et qui n'a pas encore écrit de roman, qui deviendra par la suite célèbre comme romancier, mais qui n'est pas encore. Et l'autre s'appelle Brown. Il se trouve que les dessins proposés par Thackeray ne plaisent pas du tout à Dickens. En revanche, les dessins de M. Brown semblent convenir. Les textes de Dickens forment donc ce qu'on pourrait appeler son premier roman. Il s'agit des aventures de M. Pickwick. Le titre anglais est un peu plus compliqué car il s'agit prétendument des archives d'un club dont Pickwick n'est que l'un des membres. Et ce club a pour but de partir en excursion dans les environs de Londres, de se promener, toutes sortes d'amusements, la chasse n'étant pas totalement exclue, mais n'étant vraiment qu'une des possibilités nombreuses. Et donc ce volume, appelons-le les aventures de M. Pickwick, est illustré dorénavant par Brown, le nouvel illustrateur, qui lui aussi décide de prendre un pseudonyme, puisque Dickens est toujours connu sous le nom de Boz, lui se fera appeler Phiz, comme physionomie probablement, et il collaborera encore par la suite avec Dickens pour de nombreux autres romans. Il reste d'ailleurs le principal illustrateur. Lorsqu'on pense à Dickens, on pense souvent aux illustrations de Phiz. Les aventures de M. Pickwick. Dickens décide en décembre d'introduire un chapitre consacré à Noël. C'est après le texte paru dans les esquisses de Boz, la première fois qu'il revient au sujet, et ce chapitre consacré à Noël présente l'intérêt d'être en deux parties, d'être double si l'on peut dire, puisqu'il comporte d'une part un chapitre qui décrit les réjouissances de Noël, la fête, où les maîtres et les valets se rassemblent, où l'on mange ensemble, où l'on danse ensemble, où l'on s'embrasse sous le gui. Et ensuite, on chante et l'on raconte des histoires. Et on raconte notamment une histoire fantastique, en l'occurrence l'histoire d'un sacristain bougon qui refuse de fêter Noël ou qui ne trouve rien de mieux à faire pour fêter Noël que d'aller creuser une tombe. Et en creusant une tombe, il voit apparaître un esprit, un gobelin, et ce gobelin lui montrera toutes sortes de scènes qui sont censées faire comprendre au sacristain bourru que Noël doit être une période de bonne humeur et aussi une période de charité chrétienne. Ces deux chapitres consacrés à Noël sont tous les deux illustrés et l'on y voit bien justement l'atmosphère festive d'une part et le côté fantastique d'autre part. Après Pickwick, Dickens aborde encore une nouvelle aventure. On lui propose de devenir rédacteur en chef d'un magazine. Il accepte, et ce magazine publié par l'éditeur Bentley, et le magazine s'appelle Bentley's Miscellany, il est entendu que Dickens y publiera son nouveau roman à venir. Premier numéro à paraître en 1837, Dickens ne commence pas véritablement par son nouveau roman. Il publie un texte qui se passe dans une ville imaginaire appelée Mud Fog, boue et brouillard pourrait-on traduire, et ce premier texte est illustré à nouveau par Cruikshank, celui qui avait illustré les esquisses de Boz. Deuxième numéro du magazine, là les choses sérieuses commencent, Dickens publie le premier numéro de son roman Oliver Twist. Après Oliver Twist, Dickens continuera à voler de succès en succès. Ses romans attirent un public de plus en plus nombreux. Et c'est ce qui va nous amener à l'année 1843, à laquelle nous allons nous arrêter aujourd'hui. Mais évidemment, la carrière de Dickens continue encore bien longtemps après, puisque Dickens meurt en 1870. En 1843, Dickens visite notamment une mine dans le Pays de Galles et il est horrifié par le travail des enfants. Il essaye d'écrire une sorte de pamphlet pour dénoncer le problème, mais avant même de le publier, il se rend compte lui-même que ce texte n'aura pas forcément le retentissement qu'il souhaite, car il sait bien que c'est en tant qu'auteur de fiction qu'il est surtout lu, et que s'il veut sensibiliser ses contemporains à ce problème, la fiction est la meilleure forme à adopter. Et c'est ainsi que, pour Noël 1843, fin décembre 1843, il publie un
court roman, une nouvelle pourrait-on dire, qui s'appelle A Christmas Carol, un chant de Noël. Et c'est dans ce texte devenu canonique qu'apparaît le personnage de Scrooge, vieil avare, qui a notamment donné son nom à Picsou pour Walt Disney. Ce Christmas Carol est un récit de Noël, mais c'est aussi un récit fantastique. Le côté à la fois fantastique et évoquant l'atmosphère de Noël apparaît d'ailleurs dans le sous-titre de ce texte. Il s'agit d'un chant de Noël en prose, une histoire de Noël de fantômes, A Christmas Ghost Story. Histoire de Noël, car l'histoire se passe à Noël, le 24 ou peut-être même plutôt le 25 décembre, puisque c'est le 25 décembre au soir qui a été fêté en Angleterre, le 26 étant le jour férié. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que l'atmosphère de Noël, il y a aussi le côté fantastique. Le 25 décembre au soir, Scrooge, vieil avare, voit apparaître chez lui le fantôme de son ancien collaborateur, un certain Marley. Et ce Marley, qui apparaît soudain alors que Scrooge est en train de prendre son repas du soir, ce Marley lui annonce qu'il est le messager de l'au-delà et qu'il vient lui annoncer qu'il va recevoir la visite de différents esprits, différents fantômes. Et de fait, les visites ont bientôt lieu. Le premier esprit dont Scrooge reçoit la visite, c'est l'esprit des Noëls passés. Cet esprit va faire voir à Scrooge un certain nombre d'épisodes de son passé, va lui montrer qu'il a été un enfant d'abord isolé, malheureux, puis un enfant heureux de fêter Noël en famille. Ensuite, il lui montrera qu'il a été un jeune apprenti qui a été très heureux de fêter Noël chez son maître. Là, on a une très belle illustration de John Leech, encore un nouvel illustrateur, qui représente le bal qui a lieu le soir de Noël. Et à force de lui montrer son passé, cet esprit arrive à faire prendre conscience à Scrooge que sa vie actuelle n'est pas tout à fait satisfaisante. Deuxième visite, l'esprit des Noëls présents. Là, c'est un personnage qui est l'incarnation de l'opulence de Noël, qui apparaît sur un trône fabriqué de dinde, de bourriches d'huîtres et de gourmandises de Noël. Et là, cet esprit de Noël fait voir à Scrooge ce qui se passe chez certains de ses contemporains. D'abord, il lui montre le Noël de son employé, Cratchit, qui est pauvre, qui a une famille nombreuse, dont un enfant handicapé, mais pour autant dont le Noël se passe de façon heureuse. Il lui montre aussi le Noël de son neveu, auquel Scrooge refuse d'accorder un centime. Noël également joyeux. Et là encore, Scrooge commence à comprendre que son Noël ne se passe pas tout à fait comme il le devrait. L'esprit des Noëls présents montre aussi à Scrooge deux petits-enfants qui sont l'ignorance et la misère. Le troisième esprit qui lui rend visite est l'esprit des Noëls futurs, qui montre à Scrooge ce qui arrivera bientôt. Et ce qui arrivera bientôt, c'est la mort de Scrooge. Au départ, il ne comprend pas très bien qui est ce défunt, dont on parle plutôt en mal et dont les gens se réjouissent plutôt de la mort, mais bientôt l'esprit lui montre sa propre tombe et Scrooge comprend que lorsqu'il mourra, personne ne le regrettera. Voilà pourquoi il décide finalement, convaincu par ces trois visites d'esprit, Scrooge décide de changer sa vie et il devient bon. Lui qui jusque-là était méchant, avare et qui refusait catégoriquement de fêter Noël, devient tout à coup un adepte des fêtes. Il devient un être humain charitable et généreux. Et la dernière scène de l'histoire le montre en train de partager un grog avec son employé Cratchit, celui auquel jusque-là il refusait la moindre augmentation. A Christmas Carol se présente comme une sorte de roman d'apprentissage à l'envers. Jusque-là, et encore par la suite, Dickens a souvent choisi d'écrire un récit retraçant le parcours d'un enfant jusqu'à l'âge adulte. Avec l'histoire de Scrooge, c'est un peu l'inverse qui se produit, puisque les trois esprits vont montrer au personnage des scènes bien antérieures, celles de son enfance, de son adolescence, de sa jeunesse, pour le faire progresser, pour lui apprendre des choses, mais le héros est un vieillard, et c'est
par le retour en arrière qu'on lui apprend véritablement des choses. A Christmas Carol est également un parcours chrétien, et c'est peut-être ça qui justifie son titre de chant de Noël, puisqu'il s'agit surtout d'un chant pieux, puisque Scrooge passe du statut de pécheur, d'avare, de mauvais riche, à la prise de conscience de son erreur et à la rédemption finale. Et cette idée de charité chrétienne, c'est aussi, selon Dickens, le sentiment qui doit dominer la période de Noël, puisque c'est certes une période où l'on se réunit entre amis ou en famille pour festoyer, mais c'est aussi un moment où l'on doit songer à ceux qui n'ont rien pour les aider. Après l'immense succès de son chant de Noël, Dickens continuera à écrire d'autres volumes spéciaux pour Noël. Il en écrira 4 ou 5 jusqu'en 1848. Le plus connu des autres, à part Christmas Carol, étant sans doute Le Grillon du foyer. Pour l'anecdote, signalons que dans ces histoires de Noël, lorsque Dickens décrit des fêtes, s'il est question de s'embrasser sous le lit, s'il est question de bals, de charades, de jeux divers et variés, l'arbre de Noël est généralement absent. En effet, cette coutume ne fut importée en Angleterre qu'en 1841 par le prince Albert d'origine allemande, puisque la pratique d'avoir un sapin dans sa maison pour fêter Noël venait effectivement des contrées germaniques.